Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nash. Bonjour Tim. Bonjour Nash, merci d'être sur le plateau aujourd'hui. Je t'en prie, c'est un plaisir. Très heureux de t'accueillir. Alors, je vais commencer par la première question, un peu simple. Est-ce que tu peux te présenter, mon cher Nash? Oui, mais tu veux quelle présentation? Ah bah ça, c'est à toi de me dire. Non, c'est une blague, effectivement, j'ai eu plusieurs vies. Donc aujourd'hui, ce que je fais, je suis un problem solver pour des entreprises. J'aide les entreprises à se transformer. Et qui je suis, ça n'a pas bougé. Je suis un franco-britannique né à Lyon, papa de 4 très jolies petites filles, de moins en moins petites, avec lesquelles j'essaie de me dépatouiller comme tout père, quoi. Elles ont quel âge? 6, 11, 12, bientôt 13, 15, bientôt 16. Waouh. Voilà. Un peu d'ado, encore une qui fait des câlins, quoi. D'accord, profitons-en pendant que c'est on en profite. Très bien, très bien. Bon, et donc aujourd'hui, Problem Solver, tu peux étoffer un petit peu, nous dire, et puis nous parler après de ta vie d'avant et de ton parcours? Justement, comme j'ai un parcours qui est un peu fait de briques et de broc, je suis un petit peu allé à droite, à gauche, j'ai toujours eu du mal à rentrer dans les cases et j'ai toujours un peu de mal à me définir, même encore aujourd'hui, ce qui n'est pas une grande... c'est pas génial pour se vendre, on va dire. Problem solver, pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de vendre le comment, c'est-à-dire les méthodes que j'utilise, etc., je me suis aperçu qu'il valait mieux que je rentre par le problème, et comme je rentre par le problème chez les gens, je me définis comme celui qui résout leurs problèmes, en fait. Très bien. Et le comment je le fais, c'est essentiellement en utilisant de l'intelligence collective et des méthodes américaines que j'ai rapportées de là-bas il y a quelques années. Très bien, très bien. Alors, si on fait un peu rewind sur ta vie, tu es né à Lyon, tu es franco-britannique. Oui. Raconte-nous un peu par le démarrage d'où tu viens et les points un peu saillants de ta vie de démarrage. Je suis né en 77, dans une famille plutôt littéraire. Ok, illettré, dans une famille de dyslexiques, dans une famille littéraire plutôt où la culture a une grande place. Ouais. Je dis ça maintenant parce que ça va sans doute résonner pour plus tard. Un papa britannique qui n'a pas bénéficié de toutes les équivalences de diplôme quand il est arrivé de Cambridge, donc il a dû tout repasser. Okay. Donc s'est battu pour être français. Ouais. Il a été français en 81 et puis donc il a choisi un petit peu une ligne... un petit raccourci puisqu'il est devenu finalement prof d'anglais, c'est ce qui est le plus simple vu qu'il n'y avait pas d'équivalence, il a dû tout repasser en France. Okay. Donc pourquoi j'explique ça, c'est parce qu'en fait on est dans un cadre où on est très on se donne des objectifs qu'on veut atteindre, on est dans des carrières de celles de l'époque de nos parents, c'est-à-dire qu'en fait il faut se fixer des grandes lignes et des objectifs qu'on va tenir. Okay. Et à côté de ça, il avait bien heureusement d'autres passions et notamment il était guitariste autodidacte, génération des Beatles, etc. Tu vois, ouais, donc, excellent. Plus Beatles que Rolling Stones d'ailleurs à l'époque, puisqu'il fallait choisir son camp. Mais il avait déjà pris des revanches sur la vie, puisqu'il était d'une famille très très modeste et il était l'un des premiers boursiers au King's College de Cambridge. Tout ça pour dire qu'on a été poussés, ma sœur et moi, j'ai une petite sœur, à faire plein de choses qui n'étaient pas des maths. Donc beaucoup de sport, beaucoup de musique, beaucoup de théâtre, beaucoup de choses comme ça. D'accord. Ma sœur est d'ailleurs aujourd'hui violoniste après une carrière en solo, puis en quatuor. Elle est maintenant dans l'Orchestre national de chambre de Paris. Okay. Donc elle la tenue. Ouais. Et moi j'étais un peu le vilain petit canard qui passait avant, parce que j'essayais beaucoup de choses, et je voulais faire d'autres trucs, donc je laissais choisir c'est renoncer, donc j'avais un peu de mal à choisir. Donc, comme on dit dans le jargon. Ouais. Bah non, je voulais, quand je faisais du tennis, je voulais faire de l'escalade, quand je faisais de l'escalade, je voulais faire du ping-pong, quand je faisais du ping-pong, je voulais faire du tir à l'arc. Donc j'ai fait plein de choses sans aller jusqu'au bout. Ok. Et je dis ça aussi parce que c'est un petit peu non pas ce qui définit aujourd'hui, parce que là je vais quand même au bout de ce que je veux faire, mais je marche par cycle. D'accord. Et par exemple, j'étais pendant 14 ans au conservatoire de Lyon en clavecin. J'interdis à quiconque de rire. Voilà. C'est fait. Musique baroque, donc comme ça peut se voir, j'ai un look très, très baroque. Oui. Et donc j'ai fait 13 ans et demi de clavecin avec la même prof, donc au bout de 13 ans et demi j'en avais ras-le-bol. Donc j'ai arrêté évidemment à 6 mois de la médaille. Ça définit assez ce que j'étais avant mes études supérieures. Okay. Études supérieures, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'avais la chance de pouvoir aller m'acheter un diplôme d'école de commerce, donc j'ai fait un prêt, j'ai acheté mon diplôme. Ouais. J'en ai profité pour m'éclater à côté, donc mes années d'entrepreneuriat commencent à ce moment-là. D'accord. Je fais de l'entrepreneuriat associatif, je bosse pour des boîtes à côté, je commence à monter des boîtes. Si on revient un petit peu plus en arrière, je crois que ma première boîte, j'avais 8 ans.
J'ai monté un journal satirique, on vendait ça 5 balles, 5 francs, sur la colline de Fourvière à Lyon, et on se partageait le butin pour aller s'acheter des bons becs. D'accord. Ouais. Mais ça, c'était pour rigoler. Non, mais voilà. Donc tu avais le virus de l'entrepreneuriat. Oui, mais c'est là que je deviens sérieux, parce que je me aperçois que pour l'entrepreneuriat, tu peux pas laisser le truc au milieu du guet, quoi. Ouais. Tu es obligé d'aller au bout de tes envies. Ouais. Voilà. Donc là, ça nous amène déjà en fin de 20e siècle. Tu vois, on a mis quoi, 5 minutes pour parler du 20e siècle. 7 minutes, je pense, ouais. C'est pas mal. Donc l'entrepreneuriat te taraude assez tôt, dès 8 ans si je reformule, et tu as eu dans ta carrière pas mal d'expériences entrepreneuriales, que ce soit en France, tu as fait un petit passage à San Francisco, là où tu as connu notre ami Pierre Gobil, et tu es rentré en France depuis combien de temps là ? 2018. 2018. Donc, ça fait un petit moment. Ok. J'ai pas tout de suite voulu créer une boîte. J'avais quelques contraintes. Déjà, je devais rembourser mon prêt étudiant. Ouais. Et puis, je voulais pas venir à Paris. Moi, j'étais un provincial. J'avais fait mes études à Grenoble. J'étais très bien là-bas, dans mes montagnes. Ouais. Et puis, finalement, je me suis fait happer par Paris avec un stage de fin d'études qui était fantastique, qui définit un petit peu plus ce que je fais maintenant que ce que j'ai fait entre l'époque et maintenant. Ouais. J'étais en marketing stratégique chez Bouygues Télécom, stage long, 10 mois de machin. Et avec une promesse d'embauche derrière. Et moi, j'étais hyper content parce que je voyais arriver toutes les semaines des mecs qui arrivaient avec des sortes de boîtes à chaussures qui disaient, tu vois, ça c'est super, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. C'est le 802.11b, machin. Donc il n'y avait pas de Wi-Fi. Hein. À l'époque, c'était le nom du Wi-Fi. Et ça va rentrer dans un téléphone, mais d'ici 6 mois. Et donc c'était super parce que moi, je regardais ça avec des yeux comme ça. Et mon boulot, c'était d'imaginer des perspectives de go-to-market ou de business, tout simplement, pour ces savants fous qui venaient de la terre entière. Bouygues Télécom, c'était une boîte qui était très jeune à l'époque. Et c'était chouette. Et la vie, pour moi, s'écrivait chez Bouygues Télécom. J'aimais bien tout ce que la boîte proposait. J'aimais bien cette culture qui était un peu de grosse scale-up, tu vois, qui était très ingé, très portée sur la tech, et où il n'y avait que des jeunes. Et ça, je kiffais. Et puis, il y a eu le 11 septembre 2001. Donc là, on a dit à tous les intérimaires, à tous les stagiaires, à tous ceux à qui on avait fait des promesses, ça va pas être possible. Donc, je me suis retrouvé avec mon baluchon à Paris et à devoir trouver un taf. Et c'est là que j'ai commencé à me définir par rapport aux grandes entreprises dans une relation qui n'était plus la même. C'est-à-dire que j'ai dû trouver un taf. J'ai intégré une petite boîte de com qui s'appelait Incentive House, qui, je ne le savais pas, venait de se faire racheter par le groupe Accor. Donc j'entrais dans une boîte de 56 personnes, mais en fait, je faisais mes premiers pas dans un groupe de 120 000. Et là, c'était pas du tout pour moi. Je suis resté le temps de rembourser un peu mon prêt étudiant et j'ai pris mes clics et mes claques et après j'ai fait 14 ans de télé. Ok, alors on va parler après de tes 14 ans de télé, mais on va faire un petit intercalaire pour avoir justement ta définition du mindset. C'est quoi le mindset pour toi, Nash ? C'est la façon que l'on a de se présenter à l'autre et la façon qu'on a de se définir en société, je pense. D'accord. C'est la façon qu'on a de se projeter. C'est comment est-ce que je me présente aux autres individus, finalement. Qu'est-ce que je leur donne à voir de moi ? Quelle est la promesse qu'ils ont quand j'arrive ? Ok. Par exemple, si tu me demandes ce que c'est que le mien, de mindset, moi j'arrive avec toujours beaucoup de curiosité, envie d'écouter, de découvrir. J'ai toujours envie d'être le plus con de la pièce, tu vois. Et de la même façon, j'attends des autres. Mon mindset, c'est que j'attends des autres qu'ils soient curieux. Je n'attends pas des autres qu'ils sachent, mais j'attends des autres qu'ils soient curieux, qu'ils aient envie de discuter, d'engager une conversation, de poser des questions, etc. Donc j'ai cette espèce de mindset très... pas dans l'apprentissage éternel, parce que je pense que je peux être très buté et très conservateur sur certains côtés, donc un côté un peu fixe mindset sur des trucs, mais plus du domaine privé. Et en revanche, si on va sur un mindset plus professionnel, je pense qu'on aurait plutôt un truc un peu growth mindset, tu vois. Je suis en constante évolution, je pense. Mais ça veut dire que dans ton mindset, tu aimes provoquer, en fait, si j'essaye de reformuler, quand tu dis j'ai envie d'être le plus con de la pièce, c'est que tu as envie qu'on te remarque. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est que j'aime être celui qui sait le moins de choses, en gros. Parce que j'apprends, tout simplement. Ouais. Et je crois que c'est quel Américain, il y a trop d'Américains qui ont écrit trop de bouquins sur le management, mais un mec qui disait que finalement, si on était le mec le plus intelligent de la pièce, c'est qu'on n'était pas dans la bonne pièce. Ouais. Et je pense que c'est très vrai. Si tu es le plus intelligent de la pièce, déjà, il faut le penser, donc il faut avoir une haute estime de soi. Ouais. Mais qu'ensuite, tu n'as rien à apprendre.
Enfin, alors c'est pas que je suis contre le fait de transmettre, mais au contraire, je passe ma vie à ça. J'enseigne, j'accompagne des startups, je fais beaucoup de pro bono. Mais c'est une autre démarche. C'est-à-dire que quand tu es là pour transmettre, il y a un mandat. Oui, je comprends. Alors que dans la vie de tous les jours, moi j'adore sortir d'une rencontre où on s'est rencontrés. Si on s'est parlé, c'est parce que j'ai eu l'impression qu'on pouvait s'alimenter l'un l'autre, qu'on avait c'était a two-way street, tu vois, c'était pas une voie de double sens, pas une voie à sens unique. Si two-way street, cool. C'est mon anglais qui est rouillé. Non, je suis désolé, j'ai parfois des... Et donc, tu aimes, j'aime bien cette expression, si t'es le plus malin de toute la pièce, t'es pas dans la bonne pièce, j'aime beaucoup. Donc toi, ce qui va t'intéresser, en fait, c'est d'apprendre des choses avec des gens plus intelligents que toi, ou plus, et c'est ta curiosité qui va te porter à avoir toujours cette volonté d'en savoir plus et d'apprendre, si je reformule un peu ton mindset. J'ai un exemple concret. Aujourd'hui, on fait beaucoup de design sprint. Donc le design sprint, c'est une méthode pour aller du problème à une solution qu'on a testée, qu'on fait tester par des utilisateurs, en passant par un prototypage rapide. Ouais. Il y a des phases avant un design sprint qu'on fait chez nos clients, c'est la phase d'ethno et de découverte. Moi, j'adore cette phase-là. C'est-à-dire que c'est la phase dans laquelle moi, je m'immerge complètement dans les merdes de mes clients, dans les problèmes qu'ils ont, dans leurs challenges, etc. Et c'est la phase où je suis comme un débutant. Je ne sais pas, je connais pas leur métier, je connais pas les tenants, les aboutissants de ce qu'ils font. Je suis absolument pas expert de ce qu'ils font et je suis pas là pour l'être. Mais en revanche, cette phase où justement je m'imbibe et j'essaie de tout comprendre. Alors parfois c'est pas possible. Quand les mecs font de la physique quantique, j'ai mes limites. Mais quand on me demande d'accompagner BNP pour refaire un back office, c'est pas ma tasse de thé, mais je sais de quoi il s'agit. C'est quand j'arrive au début de mon design sprint, je peux parler de toutes les contraintes qu'a un DSI. Et ça m'intéresse. D'accord. Mais ce qui est intéressant, donc si je reviens justement à ton parcours, ça veut dire que en fait ton mindset, ta curiosité insatiable et ta volonté d'apprendre, une fois que tu connais, je reconnecte au début de la conversation, une fois que tu connais un sujet suffisamment, tu vas commencer à t'ennuyer en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je fais me permet de changer tout le temps, parce qu'en fait, tu vois, accompagner un géant du fast-food à passer à la vaisselle réutilisable, c'est pas la même chose qu'un back-office chez BNP Paribas. Donc, passer d'un sujet à un autre, tout le temps changer, ça fait que même si ma méthode est toujours la même, ce qui est la constante, c'est le fil rouge, le fait que je change de client, je ne m'ennuie jamais. Oui, voilà. Donc, tu t'ennuies vite, tu as besoin d'apprendre, d'être curieux. C'est un peu ça le mindset de Nash, le growth mindset, comme on pourrait dire dans le jargon. Donc la volonté d'apprendre et d'être jamais arrivé et de toujours vouloir apprendre plus et d'être ouvert aux opportunités. Si je reviens, tu parlais tout à l'heure que tu as fait 15 ans de télé, c'est bien ça ? Oui. Qu'est-ce que tu as appris de cet univers ? C'est quoi la culture de l'univers de la télé ? Puisque c'est un peu quand on parle de mindset et de culture sur Mindset le média, tu peux nous en dire un peu plus sur le secteur, sa culture et les boîtes dans lesquelles tu as bossé, ce que tu as appris et notamment côté culture, ce que ça t'a inspiré ? Oui, bien sûr, je vais donner un peu de contexte quand même. Moi, je suis arrivé à la télé par hasard. Parce que j'avais monté une association qui accompagnait les jeunes artistes, musiciens et one-man show au début des années 2000. Okay. En arrivant à Paris, à se produire. Et comme on le disait souvent dans le théâtre à l'époque, tu commences par Paris et tu payes pour jouer, et après tu vas en province pour gagner de l'argent. Et en fait, le drame des gens qui débutent à Paris, c'est qu'effectivement, les jeunes talents n'ont pas l'argent pour les minimums garantis des salles, etc. Enfin, c'était le cas il y a 25 ans, je ne sais plus comment c'est maintenant. J'imagine que ça n'a pas dû trop changer, parce que c'est le fonds de commerce des théâtres. Et donc, on avait mis en place cette structure où nous, on créait des événements, on créait des soirées, des machins, on récupérait de l'argent, et avec cet argent, on permettait à des artistes de se promouvoir. On avait même lancé on parle de 2004 là. En 2004, on avait lancé une première web TV. Alors autant te dire que TV, c'était un énorme gros mot, parce qu'en 2004, je pense qu'il fallait déjà 3h30 pour que une vidéo se lance de 2 minutes. Tu vois, Donc c'était un peu la préhistoire, mais on avait cette envie-là de couvrir un petit peu tous les aspects digitaux qu'on maîtrisait un peu, qu'on était un petit peu des précurseurs à l'époque, pour faire de la com pour tous ces artistes-là. Et puis de fil en aiguille, les théâtres nous ont remis, certains théâtres, donc les Blancs-Manteaux, entre autres, nous ont remis entre nos mains certains artistes un peu plus capés. Donc à l'époque, par exemple, il y avait Arnaud de Samer qui faisait son one-man show au Blancs-Manteaux. Il y avait Ben, il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas de pognon et qui n'arrivaient pas tout le temps à remplir leur salle. Et donc nous, on les accompagnait.
De fil en aiguille, on a rencontré d'autres gens. Et donc, par exemple, on a fait pareil pour le premier spectacle d'Omar et Fred, le seul d'ailleurs, spectacle d'Omar et Fred. Ok. Et le fait de baigner dans ce truc-là m'a fait rencontrer des gens. Et donc, quand j'en ai eu ras-le-bol de mon CDI chez Accor Service, puisque j'étais donc racheté par Accor, cette boîte, j'ai claqué la porte, j'ai fait merci patron sans savoir où j'allais. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une nana qui bossait en télé à ce moment-là, et qui m'a dit viens avec moi. Je suis en train de bosser sur les 20 ans de Canal. Et donc moi, j'avais aucune idée de ce qu'elle faisait dans la vie, cette nana. Et je ne savais pas du tout ce que c'était que la télé. Sauf que pour les 20 ans de Canal, elle avait que des artistes musiciens et des comiques. Donc c'était déjà ce que je faisais un peu. Je comprends. Et donc je suis arrivé là-dedans comme ça. Donc pas plein de rêves, mais pas plein de... Enfin, j'étais quand même content. Oui, pas de préjugés. Et donc je me casse au bout d'une semaine, parce que tu bosses une semaine quand tu fais les 20 ans de Canal. Moi, mon boulot, c'était chaperon artiste. Donc je servais du thé à Kezia Jones et je gardais le chien de Jane Birkin, en gros. Et puis je donnais du whisky à Edouard Baird. Mais le truc, c'était juste tellement différent de ce que je faisais que je trouvais ça génial. Et comme je me faisais... tu t'ennuyais comme un beaucoup, rat mort chez Accor Service, puisqu'on avait, suite à une réorg, je me retrouvais à vendre des chèques cadeaux. Enfin, je c'est une filiale de tickets restaurants, c'est Edenred maintenant, je crois. Ah, d'accord. Bref, j'étais très content de dire salut, je me casse. J'ai eu énormément de chance qu'en 2005, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est la TNT est arrivée. Donc, ils avaient besoin de plein de gens comme moi qui ne savaient rien faire. En télé, c'est pas ce que tu sais faire, c'est qui tu connais. Donc, à partir du moment où j'avais déjà été introduit par une personne pour faire un truc, c'était évident que j'étais valable puisque je connaissais cette personne. Ouais, je comprends, ouais. Si on veut parler de mindset, ça nous permet de faire un petit peu le glissement vers la culture et le mindset de ce milieu. Et je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas parce qu'on est tous intermittents dans cette grande famille, à part quelques milliers de personnes sur 250 000 personnes qui bossent dans le truc. Et il n'y a pas de culture si tu n'es jamais au même endroit, si tu bosses 3 semaines par-ci, 2 semaines par-là, etc. Donc, c'est très atomisé en fait, c'est très fragmenté. Et on est dans une... Comme la nature a horreur du vide, là où il n'y a pas de culture, il y a quelque chose qui la remplace. Il y a une culture, mais elle n'est pas choisie, elle n'est pas souvent pas inspirationnelle, elle est la culture du mimétisme, c'est-à-dire que des gens super cool vont fabriquer des gens super cool, et puis des dragons vont fabriquer des dragons. Et en télé, comme dans tous ces milieux un peu sexy, il y a beaucoup de dragons. Donc j'ai bossé beaucoup dans des conditions où avant de te dire bonjour le matin, on te dit c'était quoi la merde qu'on a vu hier. Donc mindset pas terrible, culture pas génial, pas vraiment de méritocratie non plus, pas vraiment de reconnaissance des efforts, reconnaissance de la pointeuse automatique, oui, tu vois, si tu es le stagiaire du mois d'août, tu peux te retrouver à être le boss des autres au mois de septembre, et puis pareil, si tu es là le week-end ou que tu es corvéable jusqu'à 3h du mat', là on va dire que tu es un bon gars. Donc, c'est pas quelque chose de très vertueux, le milieu de l'audiovisuel français, non. Visiblement, non. Attention, je parle de télé, et je parle surtout là de la télé qui fait rêver, c'est la télé un peu pourrie, quoi, les endémols, les boîtes comme ça, tu vois. Et je regrette pourtant absolument pas d'avoir fait un tour par là, parce que j'ai appris énormément. Alors, qu'est-ce que tu as appris ? Mais moi, je suis un peu caméléon, et j'ai une seule qualité qu'on pourra jamais m'enlever, même sauf si j'ai Alzheimer, mais c'est que j'arrive à lire les gens. Donc si j'ai en face de moi un dragon, je sais comment l'aborder. Je ne serai jamais le mec harcelé, quoi. Et je comprends en revanche pourquoi certaines autres personnes peuvent se faire harceler ou embobiner. Mais moi, ça ne m'arrivera pas. Et c'est pour ça que j'ai pu naviguer dans ces eaux. Et puis je suis un peu un animal politique. C'est-à-dire que comme j'arrive à naviguer dans ces eaux, je me fais des copains là où d'autres peuvent en 2 secondes se faire des ennemis. Je suis pas faux cul, cependant je dis toujours ce que je pense et je dis ce que je veux, mais disons qu'on compose et puis peut-être que c'est dû à ma corpulence d'athlète, mais on m'en rentre pas trop dedans. Ouais, donc, ouais. Voilà. Je comprends. Et comment est-ce que tu définirais maintenant ce que c'est qu'une culture d'entreprise, justement, et après des cultures d'entreprise, visiblement, celle d'Accor t'a pas trop plu à l'époque, mais je pense que ça a un peu changé maintenant. Mais... Accor, il faut savoir ce qu'on appelle culture, à commencer par là. Alors oui, c'est quoi ta définition de la culture ? Alors je l'emprunte à d'autres, soyons clairs, c'est pas de l'inné, c'est vraiment de l'acquis. Je pense que la culture, c'est ce qui fait que la boîte fonctionne quand il n'y a pas les fondateurs. Quand on parle de petites boîtes. Okay. C'est ce qui fait qu'on se retrouve. Et puis, alors, il y a plein de vertus à ça. C'est-à-dire que c'est ce qui va créer de l'adhésion, c'est ce qui va créer de la motivation, c'est ce qui va donner du sens. Mais ça, on parle de ça quand on est sur des petites boîtes. Enfin, donc, des startups. C'est pour ça qu'on demande aux startups de s'y intéresser très tôt. Parce qu'en fait, très tôt, tu as besoin d'avoir des gens qui sont alignés avec la culture des fondateurs.
Ça marche pour des PME, ça se voit encore dans des ETI où il y a je pense à Paprec notamment qui fait du recyclage, où je crois qu'il y a une culture. Je crois que tu connais pas mal de family office ou de gens qui ont bossé dans des entreprises familiales. C'est un peu pareil. La culture, elle est diffusée par ceux. Enfin, disons que de toute façon, une culture ne se décrète pas, elle est. Donc, il faut s'incarne. Elle s'incarne et elle est. Donc, si tu as des gens qui, au départ, y ont pensé ou qui ont diffusé des trucs forts, qui ont pu se répandre ou qui ont pu se diffuser, c'est super. Si en revanche, on a laissé faire, qu'on s'y est pas intéressé et que, encore une fois, la nature ayant horreur du vide, c'est remplacé par... alors, tu as deux cas de figure. Soit dans le grand groupe, c'est remplacé par des règles et des process parce qu'il en faut. Et dans ce cas-là, on navigue, on peut quand même fonctionner parce que même sans sens, même sans culture, on y va parce qu'il y a les règles. Quand il se passe ça, il se passe ça. Quand on veut aller de A à B, il faut passer par Michel. C'est des trucs très codifiés. Ou alors, c'est la loi du plus fort. Et je m'intéresse beaucoup en ce moment à la toxicité sur les lieux de travail de beaucoup trop de mes clients. Ce qui fait que c'est devenu quelque chose sur lequel on travaille activement pour voir si on n'a pas quelque chose à pondre, même technologiquement en ce moment. Et tu t'aperçois que là où parfois, avec une culture forte, un individu pourrait éventuellement tenter de foutre un peu le bazar, mais ça serait presque indolore ou absorbé ou peut-être inhibé par la culture forte. Là où il n'y a pas de culture forte, en fait, la relation intuitive-personnelle qui peut se pourrir peut donner lieu ensuite à des systèmes pourris et jusqu'à devenir la culture. Et une de ces boîtes à Lyon avec lesquelles on travaille aujourd'hui, on s'aperçoit parce qu'on a laissé pourrir les choses, que c'est une culture dont il va falloir se dépêtrer. Et pour cette boîte qui a 8000 salariés, ça va être très très dur pour elle de faire marche arrière, puisque ça remonte jusqu'au COMEX, ça remonte... bien sûr. Tout le monde ça se remonte couvre. au mindset du dirigeant. Et c'est un vrai problème. La culture, jusqu'aux actionnaires, si tu veux savoir. Jusqu'aux actionnaires, selon toi ? Là, oui, là, ce qu'on voit, oui. D'accord. Donc, à partir du moment où on a décidé de dealer avec une culture toxique, c'est que c'est très compliqué de revenir en arrière. Et je pense qu'il y a un vrai travail. Je ne sais pas comment on transforme vraiment une culture toxique. Je m'attelle à ça. Ou si c'est transformable. On va en reparler après. Puisqu'on parle de culture, justement, donc toi, tu as la double, et là je ne parle pas de culture d'entreprise, mais la culture d'entreprise, il y a le mot culture. Ton père donc, était anglais. Comment est-ce que tu vois justement, ça a dû t'inspirer beaucoup dans ton éducation, cette dualité de culture a dû influencer ton mindset probablement. C'est quoi le mindset d'un anglais? Comment tu définirais la différence d'un mindset entre un anglais et un français? On parle souvent du flegme britannique, mais il y a aussi un petit côté d'évitement chez l'anglais. On va aller on est peut-être un petit peu moins franc du collier. En Angleterre, on aime bien que les choses se passent bien. D'accord, on évite le conflit. Il y a un peu plus de rondeur. On n'évite pas forcément toujours le conflit. De toute façon, par les temps qu'on vit actuellement, on s'aperçoit bien que tout le monde adore se taper sur la gueule, donc les Anglais y compris. Mais disons que oui, un petit peu moins. Il n'y a pas cette culture on est très positif. On aime envisager que tout peut bien se passer. On aime bien trouver des solutions avant de pointer le problème. On râle beaucoup moins qu'en France. Comment te dire, on a une relation à l'autre qui est peut-être un peu plus hypocrite en revanche. Le côté un peu faux cul, les grands sourires. Oh my dear, it's so exceptional. Bon, il y a toute cette emphase autour le langage anglais permet ça aussi. Voilà. Et puis après. Mais évitement, intéressant. Donc évitement un peu du conflit ou du. Ouais. Mais c'est-à-dire que moi je vois ça avec une lorgnette française aussi. Donc, tu vois, en France, les gars ils aiment bien dire non, ça on n'est pas d'accord là, non. Le français commence par dire non avant de peut-être être convaincu. Oui, ça c'est vrai. L'anglais va peut-être d'abord essayer peut-être te dire oui, quitte à revenir en arrière. D'accord. J'exagère un peu, peut-être que c'est pas vraiment ça, mais bon, oui, il y a des différences claires. Je pense que mon côté un peu diplomate, je le tiens de l'Angleterre. Oui. Mon côté rentre-dedans, plus français. Ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce que... et si on parle culture au sens un peu plus large, comment tu vois la culture anglaise par rapport à la culture française
tu vois des différences notables. Évidemment, il y en a, mais est-ce que tu aurais quelques exemples concrets qui te viendraient en tête? Il y a un petit côté lâcher prise très sympa et presque folklorique chez les Anglais que j'aimerais tellement retrouver en France. Lâcher prise, ok. Bah oui, l'Anglais va mettre son slip sur la tête, ça fera marrer tout le monde, ça sera rigolo, tu vois. Je veux dire, moi, j'étais biberonné à l'humour anglais, donc les Monty Python, c'est tellement con, mais tellement bon, tu vois. Voilà. Je sais pas si les gens qui te regardent connaissent encore les Monty Python, mais. Mais voilà, donc les Anglais ne se prennent pas au sérieux et savent plus rigoler et prendre du recul. C'est ça que tu veux dire? J'attends de voir la cérémonie d'ouverture des JO. Oups, on a daté l'émission, c'était avant les JO. Mais la reine qui saute, évidemment c'était pas elle, mais qui saute de l'avion en parachute avec Daniel Craig pour les JO de 2012 en Angleterre, c'est fun. La reine qui saute en parachute, c'est fun. C'est voilà, c'est d'accord. C'est comme le Ministry of Silly Walks de Monty Python, qui marche comme ça. C'est débile, ça fait marrer tout le monde, mais c'est débile et c'est ridicule. Et donc les Français auraient plus de retenue? En France, mais non, c'est pas... Quand même, quoi. Tu vois. Ouais, c'est pas drôle, quoi. Oui, c'est ce côté sarcastique du Français. Je trouve que les Anglais sont plus fluos que les Français, tu vois. Ça, c'est vrai. Plus fluo, plus mais... pop, plus... Ouais. Voilà. Et donc, et si on en vient au business, du coup, les Anglais vont se comporter de façon différente. Ouais, mais ils sont terrifiants parce qu'il y a un pragmatisme. Mais ça, c'est pour tous les anglo-saxons. Je mettrais les Anglais, les Hollandais, les Américains un peu tous dans le même panier par rapport à notre culture latine, si tu veux. Ouais. On a des gens qui sont dans l'action, qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent. Ouais. Pas de palabres, pas de temps perdu. On a une culture de l'échec qui n'est pas celle qu'on a non plus, puisque l'échec est un apprentissage chez les anglo-saxons. Alors que nous, on commence à sortir les rames et dire « Oh, tu sais que quand tu échoues, tu apprends ». Nous, quand on est rentré de la Silicon Valley, on avait craché notre start-up en 2018. Ouais. On était à poil, on n'avait rien du tout. Et on nous invitait dans tout un tas de trucs pour parler de notre échec. Jusqu'au jour où donc on venait pas. Jusqu'au jour où les gens nous ont dit... France, ou ouais, en France. Ouais. Et les gens ont commencé à nous dire « Vous pouvez pas venir nous parler du rebond ?» Je dis « Ah !» Ça sonne différemment, là. On peut parler du rebond, donc on peut dire qu'on n'est pas au fond du trou, qu'on n'est pas la lie de l'humanité, qu'on n'est pas des sous-merdes quand on a échoué, quoi. Parce que c'est ça le mindset français, quand même. Hein. Et c'est un petit peu... On déteste le succès en France. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a horreur de l'échec, parce que finalement, c'est une sorte d'équilibre, tu vois. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. On a horreur de l'échec, donc on ne veut pas parler... Tu peux reformuler ? On déteste tout ce qui sort du milieu mou. Si t'es moyen, c'est cool. Si t'es très successful, t'as dû faire quelque chose de mal, ou tu dois forcément être malhonnête. Ouais. Et si t'es une merde qui a échoué, c'est que t'es qu'une merde, quoi. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc on aime le ventre mou, quoi. Pas de vague. Je pense que... Ouais, je pense que c'est ce côté... on manque terriblement d'ambition. On adore s'auto-flageller. Regarde là, qui est content qu'il y ait des JO en France ? C'est quand même fou que les gens ne soient pas contents qu'il y ait des Jeux Olympiques dans leur pays. Ouais, c'est vrai. Même s'il y en a 14 que ça va faire chier parce qu'il y a une bretelle d'autoroute qui a été allongée, et puis 5 que ça va emmerder parce qu'on... globalement, c'est chouette, les JO. Ouais. C'est une fête populaire. Bien on sûr. s'est battu pour les avoir, ces JO. Bien sûr. Et d'un coup, depuis, je pense, 3-4 ans, tu n'entends personne dire que c'est chouette. C'est vrai. C'est que de la merde. C'est là, j'ai vu le truc du Monde il y a 2 jours. Là, tout ce qu'il faut savoir pour ne pas subir les transports pendant le mois d'août. Waouh, quoi, 2 semaines de bouchons. Les Parisiens, ils sont tout le temps dans les bouchons. Tu vois. Je suis d'accord. Donc, voilà. Donc, je pense que la différence de mindset, elle est vraiment là-dedans. C'est que et elle se traduit dans le business, c'est quand même ce qui nous intéresse là, par le fait que on va. Alors, je crois qu'il y a un autre épisode avec quelqu'un d'autre qui l'a déjà dit, donc je vais quand même le redire, mais c'est Pierre Gobile, mon mentor et actionnaire, Pierre. Et notre mentor de 34 éléments. Mais je crois qu'il disait ça comme ça. Il disait, dans les réunions, il y a toujours des mecs qui discutent en France et on ne prend pas de décision. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Il a terriblement raison. Et en fait, je pense que c'est ça la différence. C'est que, et je reviens à ce que je disais sur l'échec,
trébucher, se casser la gueule et se relever, c'est pas un problème dans la culture anglo-saxonne. Non. C'est un peu un souci, et on essaie de s'en prémunir quand on est français, quoi. Ouais. Et donc ça veut dire, donc, ventre mou, on n'aime pas quand c'est exubérant en positif ou en négatif en France. On aime le côté moyen. Et en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis, ça va être, on va accepter mieux les extrêmes en business, mieux les échecs et mieux les grands succès, hein, c'est ça. Si on regarde ce qui s'est passé sur cette espèce d'idée de la Startup Nation, par exemple. Ouais, c'est intéressant. Ouais. On a parlé de la Startup Nation. Est-ce qu'on a, on a glorifié les montants levés par des startups, ce qui est une connerie, mais bon, on a glorifié ça. Mais tu connais des patrons de ces licornes ? On sait qui sont ces gens ? Pas forcément. Non. Ouais. Non, parce que non, ces leaders sont des leaders qui forcément, comme ils brassent des millions, c'est pas la France, c'est pas notre France, ça, tu vois. Donc on préfère parler d'autres choses. Et encore une fois, c'est con parce qu'on pourrait très bien tous trouver que c'est chouette que des gens réussissent. Ouais, bien sûr. Et trouver que c'est chouette que les gens tentent, se cassent la gueule et se relèvent. Tout ça, c'est assez chouette en fait. Moi, je suis plutôt de ce côté-là très anglo-saxon, très optimiste. Enfin, optimiste, je sais pas si c'est le mot, mais si, je suis plutôt optimiste. Ouais. En fait, ouais. Et après tes 15 ans de télé, raconte-nous la suite. C'est pas 15 ans réellement. Parcours, 12 ans C'est d'abord 3 ans, 4 ans d'intermittence. Et puis, comme je te l'ai dit, je me fatigue assez vite. Ouais. Et comme je voulais faire des contenus que je ne voyais nulle part, j'ai monté des médias à moi. Donc, tes médias à toi. Médias. Okay. Donc, j'ai lancé une première web TV en 2008 avec un patron qui est le patron des Franco, qui était Gérard Pont, dans le cadre de Morgan Prod, qui m'a dit faut monter un truc, Internet, ça va exploser. En 2008, il faut savoir que 2008, on est quand même à l'âge de pierre encore. YouTube commence un peu à se démocratiser en France. Mais pareil, pour voir une vidéo YouTube, t'attends 3 minutes avant qu'elle se lance. Ouais, bien sûr. Et donc là, je devais faire des programmes de 10 minutes sur YouTube. En 2008, ouais. Ouais, sur YouTube. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Mais j'ai toujours défriché, en fait. Je comprends. J'ai eu des problèmes de time to market, moi, dans ma vie. Tu vois. Oui, t'étais en avance. Et avoir raison avant les autres, c'est avoir tort. Donc, voilà. J'ai eu ça, moi aussi. Ouais. J'ai soumis l'idée de médias sur les réseaux sociaux, de format court, verticaux, etc., assez engagés en 2010, alors que j'avais monté en 2009 ma deuxième web TV qui s'appelait Pure Channel, avec laquelle on a quand même pondu 450 heures de programme, 900 interviews, du live, on faisait que de la musique et du cinéma, on était présent, on était partenaire du Festival de Cannes, on était on était présent au Festival de Cannes, on était partenaire de plein de festivals, on était invité sur tous les festivals de musique. L'idée qui est devenue, l'idée de Brut, je l'avais un peu discuté avec le Van Kim en 2010. Ouais, et c'était évidemment une connerie à l'époque. C'était une connerie. Et nous, nous-mêmes, on faisait des programmes de 40 minutes en horizontal pour YouTube, qu'on ne coupait pas. Ouais. Et qu'on faisait partir du sous-sol du Palais des Festivals. Il fallait 2 heures d'upload pour lancer nos trucs. C'était ridicule. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu toujours plein d'idées, plein de trucs. On avait envie de faire. On était entre contenant et contenu. On avait cette culture. Et je dis on parce que, entre-temps, j'avais rencontré ma femme avec laquelle j'ai bossé. D'accord. Qui, elle, avait monté des boîtes dans le digital, donc dès le début des années 2000. Et moi, j'étais dans les contenus. Donc, contenant, contenu, c'était vraiment ce moment clé où les gens commençaient à... On n'était pas encore tous sur smartphone, c'était juste 2 ans après l'émergence de l'iPhone. De l'iPhone. Ouais. Donc, il y avait encore des mecs qui avaient des BlackBerry comme moi. Donc, c'était pas de la télé, de l'entertainment, machin. Mais il y avait quand même ce truc, ça se croisait, ça commençait à se croiser. Et donc, à force de vouloir toujours être... on était très en avance sur la tech. On tournait en 5D alors que tout le monde nous regardait comme ça. Mais qu'est-ce que vous foutez avec des appareils photo pour tourner dès 2008, ça, tu vois. Et en fait, on aurait dû s'occuper plus du business que du comment faire les choses. Donc, on était très fort en réflexion, on était très fort en bidouillage, mais en revanche, on était nuls en business plan, business model. Oui, mais il y a un côté vraiment artistique. Ah oui, vous êtes des artistes. Mais en plus, on finançait, il n'y avait pas de raison de trouver un business model pour cette chaîne de télé, puisqu'on la finançait en gagnant de l'argent avec nos boulots d'agence, si tu veux. Je comprends. Et de boîtes de prod, parce qu'on avait monté des boîtes de prod à l'époque. Je comprends, ok. Ouais. Et donc, après ces passages-là, tu as remonté, qu'est-ce que tu as fait après ces grands passages télé et la rencontre avec ta femme? La fin de tout ça, c'est 2016, 2016-2017. J'ai arrêté la télé en 2017.
D'une part parce que j'étais un peu rouillé, j'ai jamais voulu faire carrière dans la télé, moi. Ouais. J'avais voulu faire de la télé parce qu'il y avait de la musique. Et à partir du moment où, en 2008, j'avais pas fait mes heures d'intermittence, j'ai fait « Allô, excusez-moi, j'ai pas fait mes heures parce que je bossais sur des émissions de musique. Donc forcément, je n'étais pas connu de tout un tas d'autres gens. Et là, j'ai été un peu sauvé par rapport à mon intermittence par 2 personnes, Valérie Damido, qui m'a dit appelle ma copine Chien Démol parce qu'elle cherche des journalistes pour la Starac. Et je me souviens avoir dit mais il y a des journalistes à la Starac. Et elle me dit non, t'arrêtes de Et elle avait raison, j'étais un petit con. Mais grâce à elle, j'ai pu donc faire mes heures et j'ai mis en revanche la main dans la télé de grande consommation, on va dire. Okay. Star Academy, Secret Story. Et puis après, je suis allé un petit peu loin dans des W9, du Énergie 12 et des machins. Donc, il y a un moment où tu envies, hein, mais où tu te poses la question du sens de ce que tu fais quand même. Ouais. Et je pense que moi, je me posais trop la question de pourquoi je faisais ça sur la fin. Ouais. Je m'éclatais toujours sur certains trucs, mais pas assez. Donc j'ai arrêté et j'ai rejoint une boîte que ma femme venait de remonter. Et là, on est en quelle date ? C'est fin 2016. Ok. Fin 2016 ? Ouais. Okay. Mais j'ai vraiment arrêté la télé en août 2017. Mais fin 2016, on monte cette boîte qui réinventait la sweat equity. Donc, tu as une compétence, j'ai besoin de ta compétence, tu n'as pas besoin de pognon, j'en ai pas, ça tombe bien, donc je te donne un bout de mon equity. En France, ça fait pas mal de boucans. Pareil, tu avais 10 ans ou 15 ans d'avance ? Je sais pas si ça se fera un jour, c'est très joli pour faire une belle association. Ouais. C'est pas un business. D'accord. Même si je vois qu'on croule sous les ads là en ce moment sur les réseaux sociaux pour dire vas-y, prends des parts pour 0 dans des boîtes. Je crois que les mecs n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils disent, mais c'est pas grave. Chacun fait ses erreurs quand il veut. Et cette boîte, en fait, dans l'air du temps, il y avait un truc qui plaisait très bien, très francophone, quoi. Genre, tu vas te donner des coups de main aux autres. Ouais. Alors, l'entraide, ça, en revanche, tu peux y aller. Hein. Le pro bono, l'entraide, on adore en France. Ouais. Et c'est très noble, c'est très cool. Mais sauf que c'était pas vraiment ça. Il faut qu'il y ait un business model. Ouais. Et pour la faire rapide, l'idée de compétences contre equity était sympa. Ouais. Elle nous a mis dans le radar de The Refiners, le fonds de Pierre Gobil, Géraldine Lemer et de Carlos Diaz, qui nous ont fait venir dans leur accélérateur dans la Silicon Valley. Ouais. Et là, le marché américain nous a dit vous rentrez chez vous, c'est de la merde votre truc. Comment tu as vu ça Très rapidement. Ouais. Ben parce qu'en fait, il y a un pragmatisme, encore une fois, un pragmatisme américain qui fait que les gens te disent là, en fait, mon gars, il n'y a pas de business, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Et quand il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business. Et donc, ça a été très rapide, en fait. Ça a été je pense qu'en 6 semaines, c'était plié. Incroyable. Mais je referais exactement pareil si on devait le refaire. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est une différence de culture et de mindset entre les États-Unis, ou ceux qui y vivent, et les Européens. Et je ne mets pas que la France là-dedans. C'est qu'on est ultra aidé en France. Donc, avec notre petit projet qui avait eu du succès, on avait fait tous les JT de toutes les chaînes de trucs en continu, les France 3, les machins, il manquait plus que TF1, quoi. Donc, on avait fait tous les journaux. Donc, en fait, en gros, tout le monde te dit « Waouh, c'est génial !» Et toi, tu as des œillères. Tu dis « Mais c'est super, de ce que je fais, c'est génial. » On me le dit. Donc, bah, voilà, tu vois, ça doit vraiment génial. Il y a 3 personnes qui nous avaient dit que c'était pas bien. C'était 3 femmes. Alice Zaguri de The Family, qui avait dit « Attention, pas sûr que ça fonctionne. » Roxane Varza de Station F, qui avait dit « Votre truc, j'y crois pas. » Et Stéphanie Hospital de One Ragtime qui nous a dit franchement, je pense qu'il n'y a pas de business. 3 femmes éclairées, 3 femmes qui n'ont pas leur langue dans leur poche, 3 femmes fortes qui nous ont dit ça. On aurait dû les écouter, mais si on les avait écoutées, on ne serait pas allé dans la Silicon Valley. Voilà. Donc c'est pour ça que je regrette quand même pas. Et qu'est-ce que tu as appris dans la Silicon Valley ? Alors justement, cette différence de mindset fait que si on était resté en France, on aurait pu se cramponner au truc. On aurait chopé aides. la BPI machin, le truc bidule. On avait déjà d'ailleurs un prêt de 100 000 balles du Crédit Agricole. Et puis au bout d'un moment, on aurait fini par dire en fait, les gens sont cons, ils n'aiment pas notre produit. Au lieu d'avoir ces Américains qui te disent non, le problème c'est toi. Ton truc ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de marché. Et en plus, tu me demandes à moi de le financer, mais moi, je n'ai pas financé un truc dans lequel tu me dis que toi-même, tu n'es pas sûr de pouvoir financer des mecs parce que ça dépend de la viabilité des boîtes que, in fine, tu aides. Donc, c'était un billard en 12 bandes qu'on leur faisait faire. Les Américains, ils ont dit, vous êtes des malades. Donc pragmatique. Ouais. Et j'ai adoré ça parce que nous, on n'a pas voulu lâcher l'affaire. On était quand même 3 cofondateurs là-bas.
on a dû, et on a essayé de tenir jusqu'au bout du programme de Refiners pour refabriquer une boîte en partant de rien. Et ce qui était génial, c'est que tous les 3 jours, on passait devant des jurys. Mais des mecs donc de la Silicon Valley qui sont potentiellement des investisseurs. Et à chaque fois, notre boulot, c'était de faire croire que le nouveau truc qu'on leur présentait, on bossait dessus depuis 18 mois. Parce qu'eux, ils ne sont pas censés savoir que tu as capoté ton truc. Et là, c'est là qu'on s'est auto-administré des méthodes pour aller très très vite. Je comprends. Et qu'on a commencé sans le savoir, et sans s'en rendre compte plutôt, à devenir des spécialistes de l'intelligence collective et des méthodes de lean management, lean canvas, business model, machin, design thinking, etc. Et donc, grâce à cette expérience douloureuse de boîte qui n'a pas tenu dans la vallée, tu es arrivé justement avec une nouvelle méthode. Complètement. Est-ce que tu peux nous en redire un petit peu plus de cette méthode ? Écoute, oui, en fait, on s'est aperçu en rentrant que ça pouvait servir ce qu'on avait fait. Parce qu'en fait, nous, on avait trouvé une utilité parce qu'il fallait qu'on aille très vite. Mais il se trouve qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'aller très vite. Il y a des contraintes, il y a plein d'externalités dans une boîte. Il peut y avoir des deadlines internes, il peut y avoir une nouvelle loi qui fait que tu dois passer très vite à quelque chose. Et en fait, quand on est rentré, il y avait plein de nouveaux machins. Il y avait les RGPD trucs, il y avait les normes bidules. Enfin bref, plein de gens avaient des urgences, quoi. Ou alors, tu as des trucs qui traînent. Et tu te dis, ça fait 3 ans qu'on est sur un machin. C'est pour ça que je parlais de back-office chez BNP. C'est une vieille histoire, mais les gars, ça faisait 3 ans qu'ils butaient sur un truc. Ils n'y arrivaient pas. Donc, dernier recours, tu fais appel aux sorciers de la Silicon Valley, quoi. C'est un petit peu comme ça qu'on nous voit encore aujourd'hui. D'accord. C'est pour ça que je n'arrivais pas à vendre ce que je voulais au départ, parce qu'on vendait le comment, on vendait la méthode. La méthode, tout le monde s'en fout. Personne ne la comprend. Ou alors tout le monde pense que tu es un chaman ou un druide ou un rebouteux ou un marabout, quoi. Donc en fait, on se prenait les pieds dans notre propre truc, parce qu'on vendait la méthode. Nous, on aime tellement cette méthode qu'on vendait du design sprint, du design sprint, du design sprint. Les gens se ouvraient des yeux. Déjà, le mec a appelé ça design sprint, donc tout le monde confond avec le design thinking. Tout le monde appelle ça du sprint design ou du machin. Enfin, c'est un bordel monstrueux. Pas beaucoup réfléchi à son branding, le père Jake Knapp. Mais il le dit lui-même, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais oui, en fait, maintenant qu'on rentre chez les gens par leurs problèmes, et qu'on sait adapter aussi ces méthodes, parce qu'on en est devenu quand même des experts, et on peut répondre quasiment à tout. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui de toxicité au travail, on a nous-mêmes organisé des exercices là-dessus, en mettant plein d'experts et de victimes autour de la table, pour faire émerger des solutions collectives. Et ça fonctionne super bien. Alors, avant de parler de toxicité, puisque c'est un peu ton sujet du jour, le bouquin que tu as sur la table, là, tu peux nous en dire un mot, si tu l'as mis sur la table. C'est un cadeau pour toi. Oh. Donc, ça s'appelle Zero to 1000. C'est écrit par une copine qui s'appelle Anne Caron, qui a été l'une des 5 ou 6 premières employées de Google en Europe, et qui a été chargée de passer de 0 à 1 millier de collaborateurs. Donc, c'est très RH, mais c'est très mindset, c'est très anglo-saxon aussi. C'est une des deux qui m'a beaucoup inspiré. Elle a écrit un livre, mais son boss de l'époque est aussi un copain qui s'appelle David Bizer, qui est américain. Donc, je pense que c'est Bizer ou Bizer. David, mais qui est très très cool. Et qui définissait la culture, lui, qui disait que la culture avait 2 pieds. C'était d'un côté une culture d'entreprise, bien sûr. La façon dont on prend les décisions. Et de l'autre côté, la façon dont circule l'information. Et j'aimais bien cette vision des choses, parce que c'est vrai que si tu regardes bien, si tu veux foutre le bordel dans une boîte, tu fais de la rétention d'informations, ça marche tout de suite. Et si tu veux foutre le bordel, tu prends des décisions alors que tu n'as pas à en prendre, ou alors tu casses encore le schéma. Et donc, information, décision, c'est ça. Façon dont sont prises les décisions et comment circule l'information. Et j'aimais bien cette façon de voir les choses. Elle, tu verras ça, tu liras le truc, mais page 70, elle a des définitions, elle prend la culture et elle te sort surtout tous les avantages qui découlent d'une bonne culture d'entreprise, tu vois. Super. A good culture provides meaning and fuels engagement, par exemple. Donc, tu vois, hyper intéressant. Ça booste la performance et la productivité. Ça impacte... oui, on te dit qu'effectivement, c'est pas un truc réservé aux Américains, parce que quand on parle de sens, sens en entreprise, les entreprises à mission, ça arrivait quand même tellement tard en France. Le purpose dans les entreprises américaines, c'est un truc que, même si tu as une petite boîte qui vend des clous, tu as un purpose aux États-Unis. Et ça va pas être je vends des clous, ça va être vous connaissez tous l'histoire des mecs qui cassent des cailloux. Bien sûr. Voilà. Tu connais aussi l'histoire du gars qui balaye à la NASA. Non, qui balaye à la NASA, je la connais. John Kennedy qui va voir c'est sans doute très romancé, mais bon bref, il va voir les mecs à la NASA dans les années 61, je pense, 62, bref. Et il voit ce balayeur, machin, et il l'interviewe évidemment, il dit monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Et le gars dit moi monsieur, j'aide à ce qu'on envoie un homme sur la Lune.
Bon, ok, c'est hyper romancé, c'est hyper américain, Ouais. mais putain, ça fonctionne. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il te dit pas, je suis en train de balayer ta crotte. Il dit, je suis en train de mettre un homme sur la Lune. Bien sûr. Et si ça, c'est pas de la culture dans laquelle les mecs sont infusés, imbibés, c'est peut-être trop aux États-Unis, Ouais. peut-être pour nous, c'est trop. Mais ça crée quand même de l'engagement, du sens, et le sens, c'est vital. D'accord. Alors, un mot justement sur la toxicité, qui est un peu ton sujet là du moment. Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi tu es arrivé sur ce sujet-là et comment tu essayes de résoudre le problème là, avec la très grosse boîte dont tu parlais là? On est arrivé sur ce sujet-là parce qu'en fait, il se trouve qu'on a plusieurs clients avec lesquels on bosse depuis quelques temps. Ouais. Et qu'on a vu des gens en danger. D'accord. On a vu des En gens danger psychologique? en danger, Ok. tout court. Ok. Parce que tu as des gens forts qui donc, peuvent être dans le déni et puis jusqu'à ce qu'ils craquent. Donc là, Ouais. pour le coup, Burnout? burn-out, ces choses-là. Tu as des gens qui sont encore plus forts, résilients et qui endurent un harcèlement dont on est arrivé à libérer la parole. Et donc là, c'est pas qu'ils craquent, mais c'est qu'ils en parlent. Et puis tu as d'autres cas où c'est le collectif qui pointe du doigt et qui dit attention, là, il y a un souci. Ouais. Et en fait, on a vu ça dans des cas de figure tellement différents. C'est-à-dire qu'on a accompagné des startups dans lesquelles il y avait moins de 30 employés et où il y avait quand même un cas de harcèlement sexuel et moral couvert par une autre personne plus haut gradée. Ah ouais. Dans une boîte de 30, tu dis là, c'est quand même chelou que ça puisse se passer. D'où vient cette omerta? D'où vient le fait que... Donc ça posait plein de questions et moi ça me dérange énormément parce que j'ai quitté les grands groupes comme tu l'as entendu tout à l'heure en 2003, 2004. Donc je me suis dit, mais si ça peut se passer comme ça dans les boîtes de 30, on a vu la même chose chez un autre client dont on s'occupe où il y a plus d'une 60aine de personnes et puis on l'a surtout vu avec terreur dans cette grosse ETI. Ouais. Et là, pour le coup, dans la grosse ETI, quand tu t'aperçois que c'est pas que un truc qui est lié à un individu, mais que c'est un système. Ouais. Moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, ça devient une culture. Je crois que c'est Jean de la Roche-Brochard que j'avais entendu dire un jour, quand tu commences à mettre des happiness officers partout, c'est que donc, quand on voit qu'il y a autant de happiness officers, c'est que ça doit être la merde un peu partout. Ouais, c'est pas faux. Ouais. J'ai même accompagné des startups qui ont monté des business. Une nana qui s'appelle Delphine Cochet qui avait monté un truc qui s'appelle La Bonne Fée. Ah oui, je la connais, Delphine, bien sûr. Delphine a monté Ma Bonne Fée. Donc voilà, les gens se disaient j'ai ma bonne fée, donc tout va bien dans ma boîte, j'ai ma bonne fée. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Ouais. Il y a des gens on peut libérer la parole, tu peux parler à quelqu'un, il y a plein de contenus, c'est super. J'ai même entendu une boîte de médias, pour le coup, qui disait maintenant, je ne veux plus vous entendre vous plaindre, parce que maintenant, vous avez Alan, et Alan, il y a les séances de psy ou je sais pas quoi, compris gratos. Donc, oui, incroyable. En fait, donc, on se dit que finalement, on a traité le problème, et à partir du moment où on a traité le problème, on n'en parle plus. Et je parlais de ça il y a quelques temps avec un gars qui va un petit peu plus loin, parce que lui, il va dans la prévention, mais justement en dotant les gens non seulement de contenu, mais aussi d'outils où il joue sur l'unité de mesure, c'est le collectif. Sa boîte s'appelle No Clash, je ne sais pas si tu connais. Non. Vincent Trapineau, je crois, il s'appelle. Très, très, très intéressant ce qu'il a proposé avec sa boîte. Et eux, pour le coup, essayent de trouver des solutions autour de je ne veux pas être différent dans le groupe, donc c'est le collectif qui va finalement faire qu'on va tous rester exemplaires. Et que comme on sait tous les scores des uns des autres à travers ce qu'on propose, si toi t'es jaune alors que tout le monde est vert, on va dire dis donc Tim, qu'est-ce que tu fous là, tu nous fous dans la merde, t'es jaune. Ou alors si c'est la merde dans l'équipe, on va dire pas étonnant Tim puisque t'es jaune. Donc t'as pas envie toi d'être jaune. Donc tu vas forcément tout faire pour être vert. D'accord. Et donc il y a des choses, je dis pas que c'est la panacée ce qu'il est en train de pondre, mais je pense que il y a des outils qui existent qui sont moins cosmétiques. Et nous on veut pondre quelque chose, on essaie de créer quelque chose en ce moment qui va soit être du domaine tech, soit être pas du tout tech. Mais on est à ce stade de réflexion parce qu'on a fait juste un design sprint où on a mis des gens autour de la table. D'accord. Mais ce qui en ressort est très intéressant. Et en plus, quand tu fais un design sprint, il faut faire ça sur un problème bien circonscrit. Et là, on s'est attaqué à un souci de toxicité avérée. Donc, on est plutôt sur comment on fait quand ça existe déjà,
plutôt que comment on fait pour éviter. Je comprends. Mais c'est un autre chantier et il faudra qu'on s'y attelle Après, aussi. Après, il y a peut-être deux offres justement à créer. Mais je veux pas te laisser croire que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je touche à tout. En ce moment, j'accompagne plein de startups. On investit dans certaines autres. On accompagne beaucoup de grands groupes à se transformer. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui modifie les groupes, les comportements et les cultures. Je passe beaucoup de temps à travailler sur la culture d'entreprise avec des startups qui pensent effectivement trop souvent que ça sera un sujet à voir plus tard. Et quand tu leur expliques quels risques elles prennent à ne pas s'atteler à la culture tôt, là elles te disent ah oui, alors peut-être qu'on va le faire tout de suite, ce qui est toujours bien. J'aime bien parler avec des entrepreneurs qui justement peuvent avoir cette compréhension rapide, tu vois, avoir cette urgence quand même, comprendre que ça peut leur coûter. Est-ce que tu as un point de vue, un conseil, une opinion que tu souhaiterais partager avec ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent ? Écoute, je vais encore citer quelqu'un que j'ai eu la chance d'interviewer il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Mathieu Nebra, et qui est le cofondateur de Open Classrooms. Et Mathieu disait que, bon, alors c'est un petit peu éloigné de la culture, mais en revanche, pour être aligné, il faut se faire confiance en fait quand on a une petite boîte et qu'on veut commencer à recruter des gens et être certain qu'il n'y aura pas de problème, il faut être vraiment aligné. Et je pense qu'il faut se faire confiance. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un qui te donne de l'énergie, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est super, c'est bon signe. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'en pompe, à un moment, il faut te dire que si tu te sens vidé après l'entretien, il ne faut pas y aller. Et quand bien même il y aurait cette espèce de profil que tu voulais à tout prix, ce diplôme que tu voulais qui est prestigieux ou chez l'autre, peut-être que le mindset en fait est beaucoup plus important et ce mindset il se traduit dans ce que tu vas. C'est pour ça que j'ai commencé l'émission comme ça, en te disant c'est la façon que j'ai de me présenter à l'autre. Le mindset c'est ça, c'est qu'est-ce que je te donne, qu'est-ce que je t'envoie. Pourquoi tu vas avoir envie de me suivre? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on discute? Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui autour de cette table? C'est-à-dire que c'est une question de mindset. On partage des choses parfois palpables, parfois dites, mais surtout ressenties. Tout à fait. Et je pense qu'il faut se faire confiance. Et donc, il disait, moi, si je passe un entretien d'embauche et que le gars me pompe de l'énergie, au bout de 2 secondes, je sais que c'est fini, je n'y vais pas. Et autre chose, sur la culture, on dit tout le temps cette phrase, les Anglais la disent souvent, et je pense qu'il faut s'en souvenir, même si elle n'est pas tout le temps vraie. On dit souvent culture eats strategy for breakfast. Évidemment. Eh ben, essaye d'avoir une stratégie claire ou des actions à mettre en place avec des équipes qui sont non alignées, non motivées, et voir qu'ils te foutent des bâtons dans les roues. C'est pas possible. Donc la culture est primordiale. Merci beaucoup Nash, c'était un grand plaisir de te recevoir sur le plateau. Plaisir partagé, tiens, prends ton cadeau. Anne Caron, à lire sans modération. Merci beaucoup Nash. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt.